parce que je n'y arrive pas. Alors, je partage. Je clique sur mon nom et tu autorises le partage, parce que sinon je ne peux pas. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Philippe Baron, je suis ancien bâtonnier de Tours et effectivement actuel président de la commission numérique du Conseil national des barreaux. Et je suis vraiment ravi de vous rejoindre aux quatre coins de la planète. C'est les avantages de la visioconférence, même si elle présente des inconvénients, elle présente au moins ces avantages-là. Et de pouvoir vous, à la fois, vous expliquer ce qui fonctionne actuellement sur la prise de date, la communication électronique pénale, mais aussi répondre à toutes les questions que vous vous posez les uns les autres sur le numérique. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je pourrais vous les obtenir si véritablement vous me posez quelques cols. J'ai accepté cette invitation de Patrick qui voyait tout le monde en peine avec la prise de date. C'est vrai que chaque barreau a fait commencer des formations, à essayer d'expliquer un petit peu. J'ai pour ma part fait une formation récemment à mon barreau et c'est celle-ci que je vais décliner aujourd'hui en regardant les spécificités un peu d'outre-mer. Alors, je ne peux toujours pas partager l'écran, Patrick, qui est embêtant. Alors, attends, j'essaye. Partager mon écran et la formation elle-même. Donc, je vous disais, je répondrai bien volontiers aux questions que vous vous posez, même si pour cette prise de date, on le verra, il y a beaucoup de choses qui vont se faire sur le plan local. Ce que je déplore, ce que je regrette, j'aurais bien préféré qu'on fasse tous pareil, mais vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Nous nous retrouvons dans cette situation. Alors, hop, tu viens de me partager ton écran, mais c'est le mien qu'il faut que je puisse partager. Voilà. Il n'y a toujours pas partagé l'écran, là? Le tien, si, mais bon. on a la possibilité de partager le nôtre. Oui, oui, tout à fait. Je pense que ce soit le mien qui autorise. Là, pour l'instant, je vois que tu as du travail en retard dans ces cibles. Je préférerais pouvoir montrer que moi, j'en ai aussi beaucoup, mais c'est peut-être pas cela qu'on va partager aujourd'hui. Il faut que tu ailles dans les paramètres. Oui, je suis en train de... Voilà, tu cliques sur moi, plus à droite. Oui. Comme on voit ton écran, c'est bien, là, je peux te guider. Plus à droite, et là, tu dois avoir la possibilité, je crois, de partager l'écran, ou un clic droit. Un clic droit pour autoriser. Arrêter la vidéo, nommer animateur. Voilà, nommer animateur. Normalement, ouais. Ok. Voilà. Voilà. Donc, toujours pas. Ah bon? Si, ça y est. Ah. Bien. Donc, on y va. Normalement, vous devez avoir à l'écran tous. Vous me dites s'il y a une difficulté. Voilà. Mais bon. Voilà. Je vous disais donc que c'est une formation que j'avais préparée pour mon barreau, pour expliquer un petit peu ce qu'il en était, que j'ai partagé d'ailleurs. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux. J'ai expliqué aussi la possibilité que vous aviez de l'utiliser. La prise de date, on va commencer par ça. Alors, je le dis parce que pour moi, je l'avais appelé depuis le début, c'est-à-dire depuis nos discussions avec la chancellerie pour la mise en place, déjà l'an dernier, je l'avais appelé la prise de tête plus que la prise de date. Je crois que, effectivement, ça va l'être pour nous tous. Et alors, il faudrait couper vos micros. En fait, il faut quand même voir qu'on a tout fait pour éviter le scénario dans lequel on se retrouve aujourd'hui, et je vais vous exposer pour cette prise de date. Premier élément important, comme vous le voyez à l'écran, depuis le 1er juillet, on est obligé de faire figurer dans nos assignations la mention lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. C'est une obligation résultant du décret du 11 décembre 2019.
et des articles 56, 751 du Code de procédure civile. C'est une obligation qui existe depuis le 1er janvier pour tout ce qui est divorce, séparation de corps, et on doit maintenant réserver une date. Vous savez comme moi qu'on a eu un épisode fin d'année dernière où normalement on devait mettre en place la prise de date électronique immédiatement, et puis les logiciels n'étaient pas prêts. On nous a fait porter la responsabilité au Conseil national des barreaux. On s'en est expliqué immédiatement. Il n'était pas prêt côté chancellerie, puisqu'il n'était pas capable de mettre des dates à plus de 5 mois. Leur logiciel permettait de prendre des dates à 5 mois et pas plus. Et vous comprenez bien que la plupart des juridictions sont bien au-delà des 5 mois, ce qui leur permettait donc pas de le faire. On a donc essayé d'avancer avec eux sur un logiciel commun. Pour l'instant, on va le voir, c'est Ibaro V2, V1 qui fonctionne, pardon. Ibaro V1 qui permettra ces prises de date et qui va le permettre dans de nombreux cas, puisqu'il n'y a pas que le divorce et la séparation de corps. Je vous ai mis un extrait ici du guide d'accompagnement à la prise de date. C'est un document que vous n'avez pas nécessairement, mais que les bâtonniers pourront se procurer, puisque c'est un document qui a été adressé par la direction des services judiciaires en avril 2021 à l'ensemble des juridictions. Et dans ce document, on vous rappelle tous les contentieux qui sont concernés maintenant par la prise de date depuis le 1er juillet, c'est-à-dire tout le contentieux qui relève de la procédure écrite en matière familiale, bien entendu, mais pas que, le contentieux fiscal, le contentieux des entreprises en difficulté, la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, autant de procédures donc qui se voient appliquer la prise de date à compter de ce 1er juillet. Mais, et c'est de cela qu'on va discuter cet après-midi, en réalité, la prise de date est possible pour certains contentieux par voie électronique, pour d'autres, elle ne le sera pas et on continuera d'appliquer ce qui a été fait depuis début janvier, c'est-à-dire le partout moyen qui a été rappelé par des arrêtés sur lesquels je m'arrêterai également tout à l'heure. Alors, ça c'est les textes. Maintenant, que s'est-il passé et pourquoi on se retrouve dans cette situation-là? On va avoir 164 pratiques de la prise de date différentes. C'est-à-dire selon que vous vouliez vous-même assigner devant tel tribunal de Saint-Denis, de la Réunion ou de Saint-Pierre, il n'y aura pas nécessairement la même pratique à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Là, je dois vous assurer que moi, en tout cas, j'ai fait tout ce que je pouvais pour éviter cette situation-là. Nous avons négocié avec la chancellerie à de multiples reprises. J'ai expliqué que c'était complètement invraisemblable que d'imaginer une réforme de la prise de date avec des pratiques en fonction de chacun des tribunaux. Et on nous a expliqué que les tribunaux étaient libres de leur choix, de leur organisation, et que pour cela, on ne pourrait pas leur imposer quoi que ce soit. On se retrouve donc dans cette situation où, comme vous le voyez, on va avoir 164 pratiques différentes. Les slides que je vous présente là, je les enverrai ensuite à Patrick, bien entendu, et ils vous seront partagés. J'ai mis des liens exprès pour vous, pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il en est. Rien que sur la région parisienne, sur le site internet du barreau des avocats du Val-de-Marne, ils ont essayé de recenser toutes les pratiques Paris, région parisienne. Comme vous le voyez à l'écran, on a modalité de prise de date à Nanterre, à Créteil, à Évry, à Versailles, etc. etc. Chaque tribunal a des façons différentes de présenter ce que sera la prise de date. Donc, c'est vrai que je conçois que
Patrick Lingibé ait voulu qu'on fasse ce type de formation-là. Mais ce que vous devez concevoir, c'est qu'effectivement, on se retrouve dans cette situation inacceptable, inadmissible, de devoir regarder ailleurs ce qui s'y passe. Alors, je vous l'indique d'ores et déjà parce que je vous ai mis cet écran-là avec Paris et la région parisienne. J'ai suggéré à la conférence des bâtonniers, notamment au vice-président Dimarski, de créer un site par la conférence des bâtonniers qui recensera toutes les modalités de pratique. Je pense que ce sera l'une des solutions, parce que si vous devez assigner devant le tribunal de Clermont-Ferrand, que vous sachiez comment on fait pour cette ville-là. Alors, on va le voir tout à l'heure, les spécificités ne sont pas nombreuses, mais elles sont au moins au nombre de 2, voire 3. Il y a 2 ou 3 choses qui vont changer selon chaque tribunal. Vous le verrez dans ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, quelles sont les modalités depuis le 1er juillet de réservation de date? C'est l'article 751 du Code de procédure civile qui prévoit ces modalités, avec le fait qu'on doit joindre un projet d'assignation à notre demande de date, qu'on doit réserver la date auprès des juridictions, suivant des modalités qui sont prévues par un arrêté du garde des Sceaux. Donc, le décret nous dit on va chercher à l'intérieur d'un arrêté, et c'est cet arrêté qui va nous dire comment on fait. À ce jour, c'est effectivement l'arrêté du 9 mars 2020 qui est celui qui est applicable, qui est relatif aux modalités de communication de la date. Et puis, cet arrêté a été modifié en toute fin d'année dernière parce que justement la date électronique n'était pas possible. C'est au moment de cet arrêté du 22 décembre qu'il a été prévu que la réservation de la date se ferait par tout moyen, article premier de cet arrêté, qu'elle pouvait donc être réalisée par téléphone, télécopie, courrier électronique, là encore, pratique en fonction de chacun des tribunaux. Vous l'avez peut-être vu, je crois que c'est dans la Gazette du Palais que j'avais été interrogé sur ceci. Oui, je crois que c'est dans la Gazette, où j'avais expliqué pour ma part que je trouvais invraisemblable qu'à l'ère de l'informatique, on en revienne à devoir téléphoner pour avoir une date, et après 40 sonneries, s'entendre dire qu'il n'y a personne pour nous répondre ou nous fixer une date. Et je crois que quelques-uns d'entre vous ont déjà dû tester ce que je vous dis, et c'est bien pour ça que j'avais répondu à la journaliste de la Gazette que je trouvais ça assez invraisemblable. Mais bon, on en est là. Au fond, c'est par tout moyen. Et en référé, c'est les mêmes conditions par Ibaro, et ça, vous êtes nombreux à le faire depuis longtemps. En ce qui concerne les procédures de divorce et de séparation de corps, c'est même chose avec ce fameux formulaire qui avait été créé, qui avait été joint, je crois, à l'arrêté pour réserver sa date. Bon, on n'a pas évolué depuis lors. Alors, sur cet arrêté du 9 mars, ce que vous devez savoir, c'est qu'on est en train de voir avec la chancellerie, et c'est pour ça que j'ai mis à cette heure-ci, j'en suis un peu navré, mais j'ai une réunion ensuite avec la chancellerie à partir de 16h, et je l'ai dit, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. On est avec la chancellerie en train de voir un projet de texte qu'ils vont nous... Ce n'est pas nous qui rédigeons les textes, hein, quelquefois... Je rappelle que nous sommes ni le législateur, ni parce qu'on nous tape dessus souvent. J'explique quand même qu'on ne les fait pas, on essaie de les défaire ou de les contrer, mais aujourd'hui, ils sont en train de prévoir un nouvel arrêté en lieu et place de celui du 9 mars 2020, avec une obligation de réservation de communication de date qui serait réalisée, faite pour l'ensemble des affaires. Même ce qui est prévu, hein, c'est que ce soit avec ou sans représentation obligatoire, même si pour le sans représentation obligatoire, il y a bien évidemment des difficultés. Il faudra trouver quelque chose pour les gens qui le font d'eux-mêmes ou pour les huissiers, et pour l'instant, ils ne sont pas tout à fait prêts pour cela. Donc, d'après ce que nous, on a comme information au Conseil national des barreaux,
Ce nouvel arrêté et ces nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur au 1er septembre 2021. Jusqu'à cette date, c'est les anciennes modalités qui s'appliquent. Et je vous dis encore une fois, je n'ai pas le projet de texte et je peux bien vous en dire plus de ce qu'ils sont en train de nous prévoir. Je sais quand même quelques éléments dont je vous parlerai bien sûr sur ce projet. À ce jour, donc, pour nous, les délais de procédure, c'est article 754 et 1108. Le 754 général, le 1108 pour ceux qui font de la famille, hein, vous connaissez ces textes, qui prévoit 2 délais applicables. Donc, lorsque la réservation de date est réalisée par la voie électronique, ce que vous allez pouvoir faire maintenant, le placement de l'assignation doit être réalisé dans un délai de 2 mois à compter de la communication de la date réservée par le greffe. Donc, je réserve une date aujourd'hui, 16 juillet. J'ai jusqu'au 16 septembre pour placer mon assignation. À défaut de quoi, on me reprend la date. En fait, c'est ça le but. C'est que si je n'ai pas placé mon assignation, on va me reprendre la date, la libérer pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre puisse réserver une date. Et dans tous les cas, mon placement doit être réalisé au plus tard 15 jours avant la date d'audience. Et vous savez que là-dessus, les tribunaux sont de plus en plus sévères hein, pour constater la caducité si je n'ai pas fait mon dépôt de mon assignation au greffe, mon enrôlement dans les 15 jours. C'est bien évidemment malheureusement automatique. Je dois vous dire que nous avons attiré l'attention de la chancellerie sur les difficultés que ça présentait, notamment le délai de 2 mois, parce que ce délai de 2 mois nous rend tributaires. Alors 2 mois plus 15 jours, c'est complètement invraisemblable à gérer, et nous en plus pose une autre difficulté, c'est que si vous réservez votre date par voie électronique, vous avez ce délai de 2 mois qui s'applique. Si vous réservez votre date par téléphone, par mail, le mail n'étant pas la prise de date électronique, hein, dans ce cas-là, ce délai ne s'applique pas. C'est complètement ingérable. Et en plus de ça, c'est d'autant plus ingérable que pour nous, il n'y a pas de moyen de contrôle exact de la date qui nous a été donnée, du jour où la date nous a été donnée. Donc, pour cela, comme je vous l'ai écrit sur les slides, normalement, on a un projet de décret entre les mains. Ce délai de 2 mois devrait disparaître. Il est prévu que dans le projet de décret, à la fois dans l'article 754, à la fois dans l'article 1108, ce délai de 2 mois qui a été créé lors de la dernière réforme disparaisse. Alors, certains juges s'en plaignent un peu parce que c'était leur moyen à eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de gérer les délais de dépôt de l'assignation et de retrouver des dates à pouvoir proposer. Mais bon, on ne sait pas encore si c'est ce qui sera fait. Voilà un peu pour une petite synthèse des textes de ce qu'il en est de cette obligation de prise de date. Alors maintenant, et c'est pour ça qu'on se voit cet après-midi ou ce matin pour certains, comment réserve-t-on une date via Ibaro? La première des choses, pour qu'on puisse réserver une date, il faut que votre tribunal ait déjà paramétré ce qu'on appelle les natures de contentieux. Tous ne l'ont pas fait. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est assez simple. Hein, si vous allez sur Ibaro V1, comme je vous le montrerai tout à l'heure, eh bien pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous verrez une liste vide qui apparaît des affaires réservées à la prise de date. Donc, la première condition, là c'est plus pour les bâtonniers, mais vous pouvez vous renseigner aussi, hein, bien entendu, voir avec vos tribunaux s'ils ont paramétré les natures de contentieux dans l'outil Ibaro V1. S'ils ne l'ont pas fait, peut-être y participer avec eux, parce qu'on va le voir tout à l'heure, les natures de contentieux, c'est un vrai sport. Deuxième chose, il faut que la juridiction ait paramétré, en plus des natures de contentieux, les dates en fonction de ces natures de contentieux. Je m'explique. Je paramètre comme nature de contentieux le divorce
ou même le JAF mesure après divorce sans enfant. Certains ont fait ça, vous allez le voir tout à l'heure dans la nature des contentieux. Bien, il faut que je prévoie face à ces natures de contentieux des dates, lundi à 9 h, mardi à 15 h, etc., etc. Et donc, tant que les juridictions n'ont pas paramétré les dates non plus, vous ne pouvez pas voir apparaître ces natures de contentieux. Puis enfin, troisième condition, il faut que la juridiction crée un événement TSOR. Alors ça, c'est, on apprend de plus en plus de barbarisme. En voilà un nouveau. Le TSOR comme transmission du second original. Vous en entendrez souvent parler désormais. Ce TSOR, la transmission du second original, il faut que la juridiction le crée et crée ceci pour qu'on puisse ensuite enrôler, parce que sinon, vous voyez un peu la difficulté, on va pouvoir prendre notre date, mais on ne pourra pas enrôler à cette date notre assignation parce que la juridiction n'aura pas paramétré ce fameux TSOR. Donc là, troisième prérequis pour nous, il faut que la juridiction ait paramétré ce TSOR. C'est tout cela que je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a à ce stade-là des questions, puisque je pense que ça doit vous interroger un peu. Je suis bien sûr disponible à répondre aux questions avant de vous montrer en pratique comment ça se passe. Il y avait une question, Philippe, sur la prise de date, là. Et les saisies immobilières sont concernées, en principe. La saisie immobilière, Oui. je pense que ce sera vraiment les dernières juridictions paramétrage qui seront faits par les juridictions. Dans toutes les juridictions que j'ai vues pour l'instant, personne ne l'a paramétré. Mais a priori, il n'y a pas d'exception. C'est ça, il n'y a pas d'exception. Normalement, en réalité, cette affaire de prise de date est à relier au fait que notre président de la République a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul moyen de saisir les juridictions. On arrête les requêtes, on arrête tout ce qui n'est pas assignation, et donc l'assignation passe par une prise de date, puisqu'on oublie le système de l'assignation à quinzaine. En fait, c'est ça, le principe. S'il n'y a pas d'autre chose, je vais 2 secondes arrêter le paramétrage d'écran parce que plutôt que de vous montrer les slides que je vous enverrai ensuite. Alors, Philippe, il y a deux questions là que je vois. Enrôlé par un RPVA. Sinon, le problème de la boîte des greffières, bonjour Patrick, bonjour notre confrère Baron, Hélène Bessis, barreau de la Guadeloupe. Ici, et je sais que c'est la même chose en métropole, les boîtes mail des greffières sont limitées à 1 méga. C'est un accord entre le SGAR et le ministère de la Justice. Les boîtes des magistrats, elles, sont à 4 mégas. Donc, si on n'enregistre pas par RPVA, qui a eu enfin l'intelligence d'ouvrir à comment dire, à 10 mégas les pièces, avant c'était limité à 4 mégas, on ne peut plus enrôler parce qu'une assignation enrôlée, ça fait tout de suite 4-5 mégas. Hein. Alors, normalement, tout, et c'est bien pour ça qu'on regarde ça cet après-midi, tout passe par le RPVA. Il n'y a plus de question de passer par des boîtes mail. Passer par des boîtes mail, pourquoi pas en plus, ou repasser par l'envoi manuel. Et d'ailleurs, je vous l'indique, ça a été au début des discussions sur cette prise de date l'un des éléments. Certains se sont dit on va peut-être pouvoir, par ce biais, faire que les avocats nous envoient l'assignation par papier. On ne passe pas à l'ère de l'informatique pour revenir au papier et pas plus par la messagerie. Donc, effectivement, normalement, hein, c'est bien par cette voie-là qu'on va réaliser la prise de date par le RPVA. Et ce que je vais vous montrer là, c'est bien comment on le fait par le RPVA.
Alors, il y a un problème quand même qui est pour le GEX. Je n'ai rien trouvé, alors à moins que je ne sache pas m'en servir, ce qui est tout à fait possible. Hein. Je n'ai rien trouvé comment prendre une date pour le GEX après un commandement de payer. Et quand j'essaye de voir avec la greffière qu'elle me donne une date, je me fais renvoyer dans mes buts. Alors, là encore, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces prises de date, c'est juridiction par juridiction. Donc, si eux n'ont pas activé la nature de contentieux correspondant au GEX, eh bien, vous ne la trouvez pas. Mais tout ça, c'est local. Et c'est vraiment les bâtonniers qui doivent monter au front pour demander à ce que soient créées les natures de contentieux correspondantes. Je vais vous les montrer après, vous allez voir, c'est tout à fait parlant. Alors, je vous montre comment on réserve une date. Premièrement, on commence par dire que le CNB est franchement pas à la page, puisqu'on va commencer par saisir le tribunal de grande instance. Bon, j'attends les commentaires. Bon, je vous l'explique, je suis à la tête de cette commission numérique depuis le 1er janvier. J'ai posé les mêmes questions que vous vous posez de cette inadaptation du langage. Nous avons un vieil outil, le Ibaro V1, Patrick Najibé l'a vu naître, et beaucoup d'autres ici aussi, vieil outil dont on nous dit que si on le touche un tout petit peu, il risque de péter. Donc, on a laissé même le wording d'avant, tribunal de grande instance au lieu de tribunal judiciaire, même si je suis en train de faire des pieds et des mains pour que l'on modifie cela et que, bon, je pense qu'il ne risque pas de péter si on modifie juste un mot. Toujours est-il que là, je vous montre comment ça se passe. On sélectionne tribunal de grande instance, bien évidemment. Une fois qu'on a sélectionné le tribunal de grande instance, ici, en vert, si vous voyez bien, on va cliquer sur mise au rôle et réservation de date d'audience pour une procédure au fond. Donc, c'est par là, obligatoirement, que je dois passer pour faire ma prise de date. Je clique. Je préfère vous le faire comme ça plutôt qu'avec des écrans. Donc, voilà l'écran auquel je parviens. C'est l'écran sur lequel on va s'arrêter un peu plus longtemps parce que c'est celui qui pose le plus de difficultés aujourd'hui. En réalité, vous avez deux solutions. Elles sont en bleu et en vert. Soit vous souhaitez prendre une date d'audience pour une procédure au fond et vous allez devoir défiler ce petit ascenseur pour voir si oui ou non vous le pouvez dans votre tribunal. C'est ça qui vous permet de voir, par exemple, là c'est un compte test, hein, c'est pas le compte, c'est pas le mien, c'est un compte test. Donc je vais pouvoir voir que ce tribunal-là a paramétré Evry, JAF test, succession, etc. C'est pas du tout ce que l'on va trouver réellement, hein, les natures de contentieux, je vous les montrerai tout à l'heure pour Tours, par exemple. Mais c'est là que, dans cet encadré, que l'on va trouver les natures de contentieux qui sont ouverts à la prise de date électronique. Donc, deux solutions. Vous avez dans votre tribunal, par exemple, GEX n'apparaît pas, pour répondre à votre question de tout à l'heure. Si GEX n'apparaît pas, c'est qu'on ne l'a pas ouvert à la prise de date électronique. Si on ne l'a pas ouvert à la prise de date électronique, alors je coche en bas, je souhaite procéder au placement d'une affaire et je sélectionne ce bouton pour continuer. Vous voyez que le petit bouton bleu est ici, c'est bien hors prise de date électronique. Donc là, je suis au stade de ce que l'on faisait avant. J'ai pris ma date par tout moyen et je vais passer par là. Soit je trouve ma matière, on va imaginer que c'est la construction, par exemple, ma matière. Je trouve ma matière. Je vais donc pouvoir prendre une date électronique et je coche ici, en haut, cette coche bleue. Petite astuce, si je coche ici, je vais prendre une date électronique et donc je vais voir le nom de ma réservation s'appeler ASAF.
comme assignation au fond. Si je coche ici sans prise de date électronique, je vais avoir insc comme inscription. Donc, cette hypothèse-là, je ne vais pas réserver de date électronique. Donc, ce n'est pas celle que je vais vous montrer cet après-midi. On va revenir à ma situation qui est, je sélectionne ce bouton. En revanche, on m'a souvent posé la question, c'est vraiment un ascenseur qui ne sert qu'à vérifier si la nature de contentieux est bien dedans, mais on ne peut pas cliquer. Ce n'est pas cliquable. On cliquera après pour la matière. Donc là, vraiment, vous dites, je veux réserver une date électronique et je coche ici. Je fais créer et je vais pouvoir créer mon placement au fond en ajoutant mes parties, personne physique, Monsieur Dubois-Georges, rue de l'Arrivée, etc. Donc ça, c'est la première partie qui est demandeur. J'enregistre la partie. Hop, j'ai oublié sa ville, pardon. Paris. J'enregistre cette partie. J'enregistre une deuxième partie, c'est mieux. Ajouter une partie. Voilà. Je vais mettre rue du départ à Paris. J'enregistre ma deuxième partie. J'ai oublié la raison sociale. Voilà. J'ai donc fait comme d'habitude sur le RPVA, saisi mes parties. Je m'aperçois, je vérifie toujours, j'ai oublié, je vais la modifier, je l'ai laissé comme demandeur au lieu de défendeur. Hop, j'enregistre la partie. J'ai bien un demandeur, un défendeur. Je valide pour finaliser mon inscription. Et c'est là que je vais choisir ma nature de contentieux. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est à ce stade-là que je vais voir, alors pour certains tribunaux, jusqu'à 80 natures de contentieux. Exactement ce que l'on voulait éviter. Je voulais à tout prix que l'on n'arrive pas à cette solution-là. À Paris, ils sont à 80 natures de contentieux, ce qui correspond en fait à 80 dates possibles, 80 heures plus que dates possibles. Donc là, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas moi, construction, et il va me donner la possibilité de choisir un délai. Je peux avoir plusieurs délais. Alors là aussi, c'est à la main des juridictions complètement. Je me suis posé la question, tout comme vous sans doute en regardant ça, pourquoi plusieurs délais? Vous allez sans doute mieux le comprendre que nous ici. Il peut y avoir besoin d'un délai plus long parce que la personne est outre-mer, parce que la personne est à l'étranger. On peut préférer prendre un autre délai en fonction de la situation particulière. Et donc, les juridictions prévoient un délai plus court, un délai plus long en fonction du délai d'assignation. Donc, je sais que je m'étais posé la question plusieurs fois de pourquoi ils nous ont prévu ça. Donc là, je vais prendre un délai, allez, le plus bref, le plus long, et je vais donc avoir la proposition de mes dates et heures qui me sont proposées ici, 25 avril 2030, voilà, ils sont en 2022, on peut même réserver en 2030, ils ont prévu ce qu'il fallait. Bon, c'est un compte de test, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a utilisé pour faire des tests, rassurez-vous, on n'en est pas encore à réserver pour 2030. Mais donc là, je vais réserver une date pour le 8 novembre à 9 h, d'accord. Je valide l'audience sélectionnée. On me demande de confirmer si c'est bien ce que je souhaite. Donc, je vais confirmer effectivement ma date. Et je reçois le récapitulatif de ma prise de date. Ce récapitulatif, comme vous le voyez, il contient plusieurs renseignements. Je vais avoir la nature de contentieux concerné, la date, lundi 8 novembre à 9 h, la salle, qui est la salle Europe dans laquelle je vais assigner,
le service et le délai qui ont été pris. Deuxième partie, je vais avoir le demandeur, le défendeur. J'ai encore la possibilité à ce stade-là de tout modifier. Donc, il me suffit de cliquer sur « Modifier la partie » pour pouvoir encore modifier ce que l'on me propose. Et puis, le représentant du demandeur, pour l'instant, au stade de l'assignation, c'est moi. Donc, le compte test est au nom de maître Alain Rougeau. Donc, c'est bien moi qui figure en tant que représentant du demandeur. Donc, tant que je n'ai pas validé ce récapitulatif, ma prise de date n'est pas terminée, n'est pas encore validée. Donc, il va falloir que je valide cette prise de date pour pouvoir la terminer. Donc, je le fais. Je valide ma prise de date. Là, je vais devoir joindre mon projet d'assignation. Ce que je vous montre là, cet après-midi, ne sera plus valable la semaine prochaine, parce que j'ai au moins réussi à faire cette modification-là, puisque vous voyez qu'on nous dit de penser à joindre une copie de l'assignation délivrée. Par définition, non. Je ne vais pouvoir joindre qu'une copie de mon projet d'assignation, puisque je suis au stade de la prise de date. Donc cet écran-là est sur le point d'être modifié. Je pense que mercredi prochain, il sera modifié. Ça sera pensé à joindre une copie du projet de l'assignation. D'accord. Vous vérifierez que vous joignez bien ce fichier avec la technique habituelle. Donc, je choisis un fichier. Je vais prendre un peu n'importe quoi. Voilà. Et je vais joindre des timbres fiscaux. Vous savez comme moi que vous n'avez pas besoin de le faire. Mais on l'a laissé toujours avec la même raison. On a peur sinon que Ibaro V1 ne lâche. Donc, et puis, on s'est dit aussi que peut-être on allait y revenir. Ça a tellement été envisagé à une époque qu'on a préféré laisser. Donc, je ne joins pas de timbre fiscal. Ça me donnera une alerte comme quoi j'en ai pas joint. Je fais envoyer. Effectivement, j'ai mon alerte comme quoi je n'ai pas joint mon timbre fiscal. Je fais OK et ma prise de date est réalisée. J'ai oublié. Alors, ce fameux bouton, on l'oublie une fois sur deux. Il faut l'ajouter pour qu'elle puisse être jointe. Et je peux donc envoyer sans timbre fiscal mon assignation. Voilà. J'ai le message qui est le suivant. J'ai bien fait ma demande de date. J'ai le fait que je devrais recevoir une confirmation me garantissant la bonne prise en compte de ma date. Et là, j'insiste, ne faites pas délivrer votre assignation tant que vous n'avez pas la confirmation. Ne faites pas délivrer. On pourrait être tenté de se dire, tout va bien, on m'a dit, c'est le 8 novembre à 9 h, je fais délivrer. Je vous demande sur ce point d'être très prudent parce que, et là aussi c'est une deuxième spécificité barreau par barreau ou plutôt tribunal par tribunal, il existe des cas de refus de prise de date. On peut avoir un refus, par exemple parce qu'on n'a pas la pièce jointe, parce qu'il y a eu une erreur de leur service, ils se sont trompés de date, ou je l'ai eu récemment, moi, dans un dossier, ils s'étaient trompés, c'était un pont, et donc ils n'avaient pas vu qu'il s'arrêterait au moment du pont. Mais ça peut être aussi un mauvais numéro de dossier, un objet non conforme, etc. Chaque tribunal détermine les cas dans lesquels ils peuvent refuser notre assignation. Donc, si vous prenez le risque de faire délivrer sans avoir reçu la confirmation, là, je vous dis que ça, vous risquez de faire délivrer pour vos frais et pour rien. D'accord? À ce stade, je vais avoir reçu dans ma messagerie, nous sommes ici, je vais avoir un message comme quoi j'ai déposé une demande avec tel document. Alors, il faut que je mette à jour sans doute parce que pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais normalement, je devrais avoir dans ma messagerie ce nouveau message. Leurs serveurs sont peut-être
Donc, nouveau message dans lequel on me dit qu'ils accusent réception de ma demande qui a été prise en compte et qu'ils reviendront pour la confirmer, pour confirmer la date. Je n'ai pas encore, on ne va pas attendre tout l'après-midi, mais normalement, c'est quasi immédiat. Mais entre le quasi immédiat et l'immédiat, je ne l'ai toujours pas. Alors, je vais revenir à la présentation PowerPoint pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les natures de contentieux, voilà un petit peu ce que ça donne. Les écrans que vous allez avoir, je vous ai mis à titre d'exemple là les natures de contentieux chez nous, ici à Tours. Donc, on va avoir civil général plus de 10 000 €, JAF délégation d'autorité parentale, JAF divorce orientation avec mesure provisoire, sans mesure provisoire. Et fonction de cette nature de contentieux, vous l'avez compris, en face, j'ai une date différente. Le JAF DVH grands-parents, c'est le jeudi à 9 h. Le JAF, alors là-dessus, on ne l'a pas, mais quand on fait la réservation de date, on va s'en rendre compte. Alors, ça pose une difficulté, c'est que on a même certains tribunaux, et nous c'était le cas et ça a été modifié, dans lesquels on pouvait même avoir le numéro de porte du juge, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement choisir son juge par l'intermédiaire de cette nature de contentieux. C'est quand même assez délicat. Donc, c'est ce sur quoi on se bat. Désolé, bonjour. Oui. Philippe, bonjour Isabelle Taverny, l'écran est noir. L'écran est noir? Ouais. Ah, je ne pensais pas. Moi, je te vois. Vous voyez l'écran ou pas, la prise de date, non? Du tout? Non, il n'y a rien. 2 secondes. Ça ne fonctionne plus, le partage. Le partage ne fonctionne plus. Non, il y a écrit, vous voyez actuellement l'écran de Philippe Baron, CNB. Et rien d'autre. Ça y est, là-dessus. Bon, c'est bon, c'est bon. On voit le RPVA. Là, vous voyez le RPVA Oui. de nouveau. Ce n'est pas ce que je veux que vous voyiez. Donc, et là, vous voyez les slides Non, ou ça a pas? disparu. Ça a disparu. D'accord. Donc, hop. Je vous repartage l'écran correctement. Que dalle. C'est bon? Que dalle. Ça y est. Vous n'avez toujours pas? Oui, ça Ça y y est. est. D'accord. Donc, voilà ce que je vous montrais. Donc, je vous remontre ce dont je vous parlais. Vous voyez les natures de contentieux. Ça, c'est pour Tours. Et ça, en fait, il faut que vous récupériez pour chacun de vos tribunaux la même chose. Savoir ce qu'est la nature de contentieux pour que vos secrétaires ou que vous-même puissiez réserver les dates. Là, vous voyez, par exemple, j'ai toute la partie JAF, JCP, contrefaçon, droit commun 808-809. Donc, une partie référée, une partie fond. Et c'est cela qui est à la main des juridictions. Donc, le tribunal de Guyane a dû récupérer ses propres natures de contentieux, déterminer ses propres natures de contentieux, et vous aurez quelque chose de tout à fait différent. Patrick, tu m'as fait passer hier des captures. La Guadeloupe, parce que de Guadeloupe. pour la Guyane, où ce pas des champions du numérique, hein, je dirais même c'est l'inverse. Non, il n'en a rien pu donner. Bon, la personne qui est supposée être l'interlocuteur, effectivement, ne connaît absolument rien à l'informatique et au numérique. Voilà. Bon, ça. Alors, le problème, c'est que toutes les juridictions qui n'ont pas saisi ces natures de contentieux, vous ne pouvez pas prendre de date électroniquement.
vous l'avez compris, c'est le prérequis 1 tout à l'heure dans mon tableau. Vous ne pourrez pas les prendre sans avoir ça. Donc, il va falloir voir avec eux quand même ce qu'ils envisagent de faire. De la même manière, tout à l'heure, en vous faisant la présentation, je vous disais, je vous montrerai ce qu'il en est des messages et des messages de refus. Donc là, vous voyez, c'est le fameux écran auquel on était arrivé lorsque je vous ai fait la démonstration directement. Vous avez cet écran qui apparaît, votre demande de réservation de date a bien été envoyée au greffe. Vous recevrez un message de confirmation et comme je vous le disais, il faut attendre ce message de confirmation puisque voilà l'autre paramétrage, ça c'est celui de ma juridiction aussi. Celui de Lyon fait 2 pages de plus quasiment. C'est la juridiction qui détermine les causes de refus des messages. Donc on peut toujours vous opposer à un refus pour un motif qui a été déterminé par la juridiction. Là encore, importance des bâtonniers qui vont se rapprocher de leur juridiction pour savoir quels sont les motifs. Là, vous voyez, par exemple, chez nous, il y a absence de pièces jointes, erreur de service, mauvais numéro de dossier, non conforme à l'annexe 3. C'est l'annexe 3 de la convention RPVA signée localement. Voilà pourquoi ils ont gardé la main localement. Objet non conforme, pas de conclusion par RPVA, pièces jointes non lisibles, transmission hors délai, voilà un peu le genre de choses qu'ils ont envisagé. Par exemple, vous demandez votre date trop tard, vous pouvez vous prendre un refus avec transmission hors délai. Une fois que vous avez fait tout cela, que vous avez passé l'étape de refus, vous recevez ce message-là, c'est celui que je voulais vous montrer en direct, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, vous recevez un message de la juridiction qui contient un numéro de rôle provisoire. Numéro de rôle provisoire, vous savez, nous sommes tous habitués aux numéros de rôle qui ne contiennent que des chiffres. Et bien là, vous allez recevoir un numéro de rôle contenant une lettre. Par définition, ce numéro de rôle contient une lettre parce qu'il est provisoire. Il vous est adressé provisoirement, donc vous ne pouvez pas en faire grand-chose, mais vous allez comprendre quand même son utilité. Donc, vous recevez ce numéro, vous le gardez précieusement dans le dossier. Gardez-le précieusement parce qu'il vous sera très utile au moment où l'assignation aura été délivrée. Étape suivante, c'est effectivement, on va placer son assignation qui a été délivrée. Donc, on arrive près de la fin de notre opération de réservation de date. Mais là, parce que ce serait trop simple aussi, on va avoir 2 solutions pour procéder à ce placement. Première solution, c'est celle que je vous montre là. Vous allez le faire en dehors de tout dossier. Vous êtes dans votre RPVA, vous allez cliquer sur « Nouveau message civil » en bas. Vous allez choisir la chambre, là en l'espèce j'ai choisi le JAF, mais bon, vous avez compris que si vous placez au GEX, vous mettrez GEX. Hein. Donc vous allez choisir la chambre à qui vous destinez le message, puis vous allez mettre le fameux numéro de rôle qui est ce numéro de rôle provisoire que l'on a reçu. Et surtout ne pas vous tromper, il faut bien mettre 20/A0013. Donc on utilise la lettre telle qu'elle était dans le dossier provisoire. Le type d'audience, ça sera là aussi fonction des pratiques, mais la plupart du temps, ça sera une audience d'orientation. J'ai mis orientation, mais encore une fois, c'est fonction de la pratique. Puis ce fameux événement, transmission seconde originale, TSOR. Certaines juridictions vont l'appeler autrement. Là encore, je le déplore énormément. Hein. J'ai expliqué qu'il valait mieux, dans le cadre d'une conduite du changement, que tout le monde ait la même chose. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer que c'est transmission de seconde originale, TSOR, mais chez vous, si ça se trouve, à la place, ça sera enrôlement de l'assignation. Je crois qu'il est très important que les bâtonniers demandent aux juridictions quel est l'événement TSOR qui a été retenu.
Parce que si ce n'est pas le bon qui est saisi, vous allez avoir un refus. Pourquoi? Parce que seul le TSOR permet de remplir leur champ dans leur machine. Vous m'avez compris que ce travail-là, il est fait pour que eux, ils puissent éviter le travail que nous faisons. Donc, la transmission du second original, quand elle arrive avec ce message TSOR, elle rejoint le dossier informatique du greffe, qui est le dossier provisoire, et elle va le transformer en dossier définitif avec un numéro de rôle, cette fois-ci classique, vous allez le voir juste après, puisque lorsque j'aurai fait tout ceci, que j'aurai joint mon assignation, donc je clique ici enregistrer bien évidemment, eh bien je vais avoir terminé mon dépôt et je vais recevoir un message du greffe comme quoi mon assignation a bien été prise en compte. Deuxième solution, celle-ci est peut-être plus pratique pour nous. Pour eux, c'est pareil, mais en plus de ça, vous allez voir, ils nous ont créé aussi une hérésie totale. Là, en l'espèce, je vais aller à l'intérieur du fameux dossier provisoire qu'ils ont ouvert. Je vous ai expliqué, j'ai fait ma prise de date, ils m'ont ouvert un dossier avec un A. Si vous tapez dans la recherche des dossiers ici, vous savez, numéro de dossier donné, à gauche, numéro de dossier donné, si vous recherchez là, vous rechercherez avec le numéro 20/A0013, vous verrez que vous ne trouverez pas le dossier. Le dossier provisoire, vous ne le trouverez pas. Petite astuce, il faut remplacer le A par un 0. Vous allez mettre 20/00013 et par hasard, comme par enchantement, votre dossier va apparaître. Là, en l'espèce, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, regardez en haut. Numéro de rôle 20/00013, tout en haut en bleu. Et c'est un dossier qui est dans le registre en attente, troisième ligne. Donc, en réalité, mon dossier, je montre ici, vous voyez, en attente, c'est bien un dossier qui n'est pas encore enrôlé, mais pour l'atteindre, j'ai été obligé de remplacer le A par un 0013. J'ai remplacé mon A par un 0. Je retrouve mon dossier qui est provisoire, et là, je vais pouvoir faire nouveau message ici, sans aucune difficulté, puisque je suis à l'intérieur du dossier. Quand je dis sans aucune difficulté, je ne devrais pas aller jusqu'à dire ça, puisque en réalité, je vais rencontrer une difficulté. Je vous l'explique. Voilà l'écran que j'aurai. Puisque je suis dans mon dossier provisoire qui a déjà été saisi pour le JAF, j'ai le JAF qui se remplit, j'ai le message au greffe qui se remplit, le type d'audience que j'aurai à remplir, orientation, l'année et la date de l'audience. De la même manière, je vais remplir ma transmission de second original. Mais en revanche, alors que j'étais dans le dossier 20/0013, il faudra que je pense à remplacer mon 0 par un A, vous le voyez ici, parce que sinon, il ne sera pas rattaché. J'avoue que ce n'est pas facile, c'est pas facile le numérique avec les tribunaux. Vous comprenez qu'on s'arrache quelquefois les cheveux. Donc, effectivement, je vais devoir, dans le dossier 20/0013, marquer comme numéro de rôle le A0013. Et là, j'ai quasiment fini, puisque je n'ai plus qu'à enregistrer mon assignation de la même manière et je vais recevoir dans les deux solutions que je viens de vous montrer, je vais recevoir ce message-là qui termine ma prise de date. Donc, il m'est envoyé par le greffe. J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'affaire ci-dessus référencée a été enregistrée sur le numéro RG 2100782. On change totalement d'écran. Portalis, celui-ci, et il est attribué à la deuxième chambre civile. Là, en l'espèce, j'ai véritablement terminé ma prise de date. J'ai mon numéro d'RG définitif, qui est celui que je pourrais donner
au confrère qui voudra se constituer. Donc, c'est la deuxième solution peut être utilisée, mais il faudra surtout penser à rechanger le 0 et le A. Vous avez toutes ces explications que je vous donne pour pouvoir ne pas vous tromper. Enfin, je vous ai fait un petit aide-mémoire sur le dispositif pour vous rappeler ce qu'il en est, ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, l'obligation qui nous est faite, le 1er septembre, les nouvelles modalités, et puis le fait que ces délais risquent de changer. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur la prise de date, mais je suppose que ça va induire plein de questions, donc je suis à votre disposition pour répondre à toutes ces questions. Dites-moi. Oui, confrère. Oui. Oui, bonjour, Emmanuel Père de Guyane. Je voulais savoir pour l'enrôlement de l'assignation, vous avez donné les deux solutions possibles, mais on ne peut pas le faire par l'onglet placement au fond, réserver une date. Vous savez, au tout début de la formation, vous nous avez montré qu'il y avait deux possibilités où on pouvait cliquer soit sur un rond pour réserver la date, soit ensuite sur un rond pour placer. Non, pas celui-ci, puisque celui-ci, il est réservé au placement sans réservation de date électronique. D'accord. Donc, il faut vraiment passer par la messagerie. D'accord, mais la merci. messagerie RPDA. Oui. Oui, merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Oui, faut-il transmettre à l'huissier qui délivre l'assignation le message du greffe confirmant la prise de date? Ah non, il n'y a pas d'obligation. Mais comme je disais, moi, je ne prendrai pas le risque de lui transmettre tant que je n'ai pas ce message. Mais non, il n'y a aucune obligation de lui transmettre avant. Je crois que tous les huissiers ont automatisé, en revanche, depuis le 1er juillet, je m'en suis aperçu moi-même en faisant délivrer, le message suivant lequel la loi vous impose de mettre la date, l'heure, etc. Ça, ils ont fait très vite. S'il n'y a pas d'autres questions sur la prise de date, on va passer un peu au pénal, si vous souhaitez. Oui. Hop, je vais arrêter le partage d'écran avant de le relancer. Il y a une question qui revient sur la discussion, c'est les assignations avec l'ancienne procédure JAF, les ONC antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure JAF, donc au 1er janvier 2021, est-ce qu'on doit également prendre une date? Alors, il semble que les pratiques sont différentes sur les juridictions. Exactement. Pour tout vous dire, pour moi, il n'était pas nécessaire de le faire. La formation que j'ai faite ici à Tours, j'y avais invité les magistrats et les greffiers et tous nous ont indiqué que pour eux, c'était désormais obligatoire et il fallait que même les anciennes passent par ça. Ils nous ont expliqué la raison pour eux. Elle est liée au fait que sinon, ça les oblige à gérer plusieurs agendas en réalité. Et ils nous ont même montré, ils avaient commencé à l'envisager, un tableau Excel dans lequel ils mettraient les dates réservées. Vous voyez un peu, ça fait deux types de dates à réserver. Donc, ils ne veulent pas conserver de double système. Donc, pour eux, même les procédures déjà lancées, déjà stade passé ONC, les confrères vont devoir réserver une date. Mais là, encore une fois, chaque pratique risque d'être différente. Vraiment. Effectivement, parce qu'en Guadeloupe, c'est la pratique différente. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il y a déjà un numéro de RG qui a été pris dès le dépôt de la requête. Donc, ils veulent poursuivre sur l'ancienne procédure. Donc, on nous demande de délivrer des assignations à quinzaine sans prise de date. Donc, c'est dans la continuité de ce que nous avons connu avant la réforme du JAF. Oui.
Alors, ceci dit, ça va poser plein de difficultés. Hein. Ah, j'imagine. Les autres difficultés qui ont été relevées au cours de notre formation ici, locale, ont été celles concernant notamment les dossiers qui étaient suivis par un magistrat. Vous savez, des contentieux avec des enfants ou autres, il y avait un suivi par un magistrat. Là, en prenant une date électronique, on peut tomber sur un tout autre magistrat et ils nous ont expliqué on n'a pas d'autre solution. Donc, peu importe, les précédents, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent, n'auront plus lieu d'être, sauf à eux à s'arranger entre magistrats après, une fois la date prise, à l'orientation. Si je peux intervenir sur la procédure de divorce, il y a déjà un numéro de rôle. Donc, il y a un événement qui permet de placer déjà l'assignation. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Voilà. Il y a un événement dans le RPVA quand on fait la procédure ancienne. Donc là, je réponds aux confrères, si vous permettez. Il y a un événement qui s'appelle assignation ou voire pour une requête conjointe dans la procédure. Quand on fait un placement, c'est pour une affaire nouvelle. Donc, quand on fait une assignation après l'ONC ancienne procédure, on ne fait pas une nouvelle procédure, on suit la procédure. Et il y a un événement dans le RPVA. Absolument. Donc, la question ne se pose pas pour placer les assignations anciennes procédures. Ah si, c'est la date, la prise de date. Et je te dis, Isabelle… Mais non, puisque quand on… Que chez nous, ce qui a été répondu, et tout le monde était stupéfait, c'est que vous prendrez une date, vous n'assignez pas à quinzaine, vous prenez une date, et donc même si vous êtes dans une ONC ancienne, vous passerez par la prise de date électronique. Oui, mais Philippe, quand tu prends une date, tu as un nouveau numéro de rôle. Oui, alors, confrère, nous sommes bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a le texte qui prévoit qu'on reste sous l'ancienne procédure. Ça, c'est le texte qui le prévoit. Sauf que la pratique des juridictions consiste à dire qu'il faut absolument prendre une date, même si nous sommes sur les anciennes procédures. Et moi, je suis dans un groupe de discussion où, à Toulouse, par exemple, le président a pris une circulaire pour dire qu'il faut absolument que les confrères prennent date. Sinon, l'assignation est irrecevable. Et donc, nous en sommes là. Alors, c'est une politique de guichet. Si en Guadeloupe, ça passe comme ça, très bien. Je ne sais pas. Moi, en Guyane, j'ai assigné sans date, c'est passé. Mais depuis le premier juge, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je confirme, il y a une vraie difficulté là. Et ceci est d'autant plus inquiétant sur cette politique de guichet dont tu parles que, effectivement, si vous vous souvenez bien, pour la prise de date, les deux précurseurs, entre guillemets, puisque c'est les deux juridictions pilotes qui ont été désignées, étaient Toulouse et Tours. Et les deux ont cette pratique qu'ils risquent de recommander aux autres, et qui me semble discutable. Hein, je comprends, Isabelle, ton propos, mais Toulouse et Tours ont décidé de faire comme ça en disant on ne peut pas avoir deux systèmes. Donc, puisqu'on ne peut pas avoir deux systèmes, nous, on considère que… C'est assez surprenant. La question, la problématique qui se résout à ça, c'est qu'en fait, la chancellerie se refuse de donner des instructions uniformes aux juridictions en disant qu'elles porteraient atteinte à leur souveraineté et à leur indépendance. Oui. Donc, chacun y va de sa cuisine, avec effectivement une inassigibilité, donc in fine. Où manifestement, il y a une inégalité territoriale de traitement. Voilà. Merci. Donc, ça veut dire… Donc, il va falloir s'adapter à chaque juridiction. Si je vais à la Martinique ou peu importe à la Réunion, ce sera un système totalement différent, alors qu'en Guadeloupe, nous avons ce dont je viens de vous parler. C'est que la continuité, on ne peut pas avoir deux numéros de RG sinon. Mais en Martinique, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à la conférence des bâtonniers de faire un site sur lequel on remettra toutes les pratiques. Le CNB le relaiera bien sûr, mais ça me paraît indispensable parce que ça va être infernal sinon. Hein. Mais j'en veux énormément au gouvernement et tout à l'heure, je serai avec le secrétaire général, je lui dirai, écoutez, depuis le 1er juillet, puisqu'on ne s'est pas vu depuis le 1er juillet,
Je vous avais dit qu'on allait vers une séance catastrophe, on arrive vers une séance catastrophe, puisque on ne sait même plus ce qui se passe chez le voisin et on va devoir se renseigner chez le voisin. C'est totalement aberrant. Ne serait la codification par tribunal, par juridiction. Bien sûr, bien sûr. Allez, je vais vous faire sourire un peu. On a échappé au pire parce que la codification, au départ, ils avaient laissé une totale liberté et chacun allait imaginer ce qu'il voulait. Puisque nous étions barreau pilote, vous l'avez compris, ce n'était pas innocent. J'avais demandé expressément à être barreau pilote pour pouvoir voir ce qui allait se faire. J'ai découvert une chose incroyable, puisque la première création de nature de contentieux qui a été faite a été celle que vous aviez à l'écran tout à l'heure, sauf le JCP, où le JCP, ce n'est pas obligatoire le JCP de passer par là, mais il l'avait envisagé. Et le JCP beau qui voulait le faire, c'était les baux sociaux. Et les baux sociaux, ici à Tours, nous avons 3 audiences par semaine de baux sociaux, des bailleurs sociaux. Et ce qui a été fait depuis des années, c'est de réserver une audience à un bailleur social qui s'appelle Touraine Habitat, de réserver une autre audience à l'autre bailleur social qui s'appelle Val Touraine Habitat, et puis une 3e audience au 3e bailleur social qui s'appelle Touraine Logement. Eh bien, je vous le donne en mille, ils avaient créé 3 natures de contentieux, bail social Touraine Habitat, bail social Val Touraine Habitat, bail social Touraine Logement. J'aurais dit, mais quand on va arriver à Montpellier où il y a 40 bailleurs sociaux, vous allez créer 40 trucs, mais ce n'est plus un ascenseur qu'on défilera, ça sera une liste de l'annuaire, véritablement, c'est complètement invraisemblable. Et effectivement, c'était... et je pense qu'on n'a pas terminé. Certains tribunaux vont aller dans ce type de détail, dans ce type de granularité qui est incroyable. Bref. Ouais. On en est quand même là. Ouais. Bon, je vous présente un peu le pénal, puisqu'il y a quelques éléments nouveaux au pénal dont je veux vous parler en même temps, et notamment la CEP. Je vous fais défiler, je vous remettrai aussi ça. Je tenais à rappeler, même si les barreaux dans lesquels je me suis un peu déplacé, je pense à la Guyane, la Guadeloupe, au cours de ces dernières années, j'ai toujours rappelé ceci. Oubliez tous vos favoris, ibaro.fr, connexionavocat.fr. Si vous avez ces 2 écrans que vous avez là, vous avez bien mon écran, hein, il n'y a pas de souci. Oui, oui, on le voit. Si vous avez ces 2 écrans, ce n'est pas normal que vous ayez ces 2 écrans-là. Il va falloir enlever vos favoris. Ibaro.fr, c'est l'ancien site qui rappelle encore des vieilles heures, notamment du boîtier Navista. Donc, normalement, vous ne devez pas arriver là. Vous ne devez pas arriver non plus sur l'écran de droite avec des couleurs, parce que si vous arrivez là-dessus, c'est que vous avez l'ancienne 2016, l'ancienne présentation connexionavocat.fr. Ayez vraiment en tête que normalement, vous devez vous connecter avec cmb.avocat.fr. Et si vous avez bien choisi le bon, vous arrivez sur un écran qui prévoit ça et qui se défile. Tout ce qui concerne les relations clients, les relations juridiction, etc. J'insiste parce qu'il y a plein de confrères qui passent à côté de services qui sont rendus par le CNB, notamment Plex ou autres, qui ne voient pas où sont les liens, etc. C'est sur ces écrans-là, quand vous avez fait cmbavocat.fr avec votre clé, que vous y arriverez. Il y a notamment dedans ce que je vous montre ici, sur quoi j'insiste de plus en plus, e-partage sécurisé, qui est le moyen de partager comme avec Plex, mais cette fois-ci avec nos clients et avec nos confrères, des fichiers d'1 giga, c'est-à-dire 1 CD et demi, hein, quand même, pour le rappeler, totalement sécurisé, de manière totalement sécurisée. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce e-partage sécurisé dont je voulais vous dire 2 mots. Vous avez ensuite les relations juridiction, Plex par exemple, et puis vous allez arriver à la communication électronique pénale. La communication électronique pénale, vous y accédez pour l'instant exclusivement par Ibaro V1.
Je vais vous montrer tout à l'heure comment on y va, encore une fois, mais c'est exclusivement Ibaro V1. Vous n'avez pas dans le Ibaro V2, pour ceux qui sont en train de tester un peu, s'il y en a quelques-uns parmi vous, vous n'aurez pas dedans cette communication électronique pénale. Alors, cette communication électronique pénale, elle est normalement depuis quelques semaines applicable, puisqu'elle est applicable depuis le 12 mai. Et depuis le 12 mai, normalement, vous pouvez écrire à toutes les juridictions de métropole, ou presque toutes, parce que certaines n'ont pas encore souhaité y accéder. Absolument, je confirme. Ouais, oui, c'est incroyable. Certaines juridictions, alors la principale y est, c'est-à-dire celle qui représente 30 000 avocats, barreau de Paris, est sans difficulté à la CEP. Mais par exemple, le barreau de Lille, le tribunal n'a pas souhaité entrer dans le cadre de la CEP parce que c'est un trop gros tribunal, nous ont-ils expliqué, ce qui a fait rire la chancellerie, parce que quand Paris y passe, Lille qui répond qu'il est trop gros. Bon, bref, on ne va pas refaire la fable. C'est donc les articles D590, D591 du Code de procédure pénale qui prévoient ce passage par la CEP. En résumé, vous pouvez tout passer par la CEP, sauf ce qui concerne la détention, la liberté, en fait, le contentieux de la liberté et du contrôle judiciaire. Donc, tout le reste peut passer par la CEP. Vous pouvez remplacer votre fax pour envoyer votre mémoire à la cour d'appel. Vous pouvez jeter votre fax pour envoyer vos demandes d'actes au juge d'instruction, vous pouvez, etc., à loisir, appliquer ces dispositions des 590 et 591. L'une des difficultés la plus importante que l'on rencontrait et qui a été résolue par le texte changé de D591, c'est les accusés de réception. Aujourd'hui, l'accusé de réception du RPVA fait foi de la date de votre demande et il n'y a pas besoin d'attendre un retour de recommandé ou quoi que ce soit. Donc, vous avez plus besoin de l'accusé de lecture manuelle qui était exigé auparavant par une vieille circulaire de mars 2007. Deux conventions ont été signées le 5 février 2021 par le président du CNB, une civile, une pénale. Celle qui nous occupe, c'est le pénal. Et il était prévu un arrêté. Cet arrêté est sorti le 5 mai avec date d'application au 12 mai. C'était un petit clin d'œil parce que le 12 mai était la date anniversaire de l'entrée en vigueur de Plex. Et donc, la CEP est le complément tout à fait logique de Plex. Voilà un peu la carte des juridictions la semaine dernière qui sont passées à la CEP. Donc, en bleu, toutes celles qui ont été déployées. Donc, je vois Saint-Denis de la Réunion, Saint-Pierre de la Réunion, Fort-de-France, Basse-Terre. Apparemment, il n'y a guère que la Cour d'appel de Guyane, de Cayenne, qui n'y est pas passée tout de suite. Les cours d'appel, autrement Basse-Terre, ils sont passés. Donc ça, c'est toutes celles qui sont passées. En orange, c'est celles qui vont y passer normalement septembre. On attend ça pour septembre. Et puis celles qui sont en blanc, c'est celles qui n'ont pas souhaité bénéficier de la CEP. Donc, quelques régions d'irréductibles gaulois. Je pense que Patrick, tu l'as vécu avec l'impossibilité d'envoyer dans certains tribunaux par la CEP, mais je crois aussi que tu as pu voir aussi que cette CEP présentait quelques avantages. Donc, oui, absolument. Cette CEP va vous permettre d'envoyer un message pénal à toutes les juridictions. Je vous ai laissé les slides parce que j'ai rappelé à Tours ce qu'il en était. Nous, à Tours, on a un outil qui nous permet d'aller chercher les modèles. Vous pourriez d'ailleurs les adapter maintenant, hein, puisqu'ils sont totalement adaptables. Il y a juste l'adresse CEP à modifier. Donc, on se connecte, nous, à penalorléans.fr et on récupère les modèles de l'instruction, de l'audiencement, de la CRPC, etc. Chaque modèle
Vous voyez, par exemple, là, j'ai cliqué sur l'instruction. À l'instruction, je peux faire une demande d'acte, demande d'examen et toute mesure prévue par 81, par 82.1, etc. Donc, je peux, grâce à cela, télécharger les modèles. C'est pour ça que je vous le dis, parce que, à la limite, vous pouvez avoir un dossier à Orléans, vous pouvez utiliser ces modèles-là à Orléans sans aucune difficulté. J'ai récemment enlevé sur Tours tout ce qui concernait le détail de la juridiction, sauf la CEP. Donc, je vous disais, vous pourriez le remplacer assez aisément. Ce qui m'importe, c'est de voir comment ça fonctionne dans le RPVA lui-même. Alors, hop, je vais quitter de nouveau. Je suis désolé, mais c'est plus pratique de faire comme ça. Et partager mon écran. Test. Alors. C'est bon, vous avez à l'écran. Donc là, en l'espèce, ce n'est plus un test, c'est mon compte à moi. Donc, je vais pouvoir aller à la messagerie pénale en me connectant, bien sûr, à mon RPVA, tribunal de grande instance. Et donc, la messagerie pénale, pour envoyer un message à la CEP, on passe obligatoirement par ici, nouveau message pénal. Vous ne l'avez que si vous êtes connecté avec votre clé. J'insiste. Certains se connectent avec un identifiant mot de passe. Si vous êtes connecté avec un identifiant mot de passe, vous n'aurez pas la possibilité d'aller sur la messagerie pénale. C'est une sécurité obligatoire pour nous. C'est vraiment la clé qui nous identifie. Donc, nouveau message pénal. Nous n'avons pas pu faire autrement que de faire figurer cour par cour. Donc, en réalité, vous choisissez la cour dans laquelle vous souhaitez écrire par la CEP. Là, en l'espèce, je vais choisir Basse-Terre, par exemple. Et une fois que j'ai choisi Basse-Terre, je choisis les adresses de TJ et de cour. Donc, je peux écrire, vous voyez, à Basse-Terre, je peux écrire à la Chape, je peux écrire à la cour d'assises, je peux écrire au procureur général, à l'instruction, je pense que c'est la Chance, CEP instruction, on est à la cour. Après, chambre correctionnelle, etc., etc. Mais je peux choisir d'écrire au TJ de Basse-Terre, au TJ de Pointe-à-Pitre, etc. Toutes les adresses CEP sont ici. Vous n'avez pas le droit d'écrire autrement que par le RPVA et ces messages-là. J'insiste parce que certains ont commencé à écrire avec ces adresses-là par Plex. Strictement interdit. Plex n'est pas une messagerie. Plex est le moyen de recevoir des messages, mais n'est pas une messagerie. Et quand je dis strictement interdit, je ne blague pas, c'est que certaines cours ont commencé à dire, et la première, ça a été Aix-en-Provence, si jamais vous nous adressez un message par Plex, il sera rejeté, et s'il y avait un délai, votre délai est mort, puisque vous n'avez pas adressé à la bonne juridiction. Vous n'avez pas adressé par le bon moyen. Donc, Plex, c'est fait pour recevoir des messages, c'est en aucun cas fait pour envoyer des messages, même si, alors vous allez me dire, il y a un onglet envoi, donc on peut être tenté d'écrire à l'adresse CEP que l'on a en cliquant sur envoi. C'est pas fait pour. J'ai même la semaine dernière réfléchi à faire enlever par le ministère, puisque c'est le ministère qui a la clé, pas nous, ce bouton envoi, parce que justement, je ne veux pas que des avocats engagent leur responsabilité parce qu'ils ont envoyé par Plex. On m'a expliqué qu'il n'y avait aucune difficulté pour le supprimer, mais qu'il servait tout de même à quelque chose,
et je pense qu'on va opter pour le garder, mais en attirant l'attention de tout le monde de ne pas l'utiliser. Il peut servir éventuellement si on a des fichiers plus volumineux que 10 MO, mais dans ce cas-là, au soutien d'un message envoyé par le RPVA et par ce biais-là, ou il peut servir parce que quand on est en période d'état d'urgence, vous savez qu'on peut envoyer des dossiers de plaidoirie. Donc je le dis pour les 3 bâtonniers qui sont encore sous état d'urgence et leurs confrères. Vous pouvez envoyer des dossiers de plaidoirie par ce biais-là. Donc je ne me vois mal faire fermer la boîte d'envoi et empêcher d'envoyer des dossiers de plaidoirie au civil, par exemple, puisqu'on peut l'utiliser, Plex, au civil. Donc je pense qu'on va la maintenir, mais j'attire votre attention, surtout passer par là. Donc si je veux écrire, par exemple, au bureau d'ordre à Pointe-à-Pitre, bah, j'ai juste à faire TGI CEP BO Pointe-à-Pitre, l'objet et mon message. Donc, pour ceux qui connaissent l'outil que nous on a mis en place ici à Tours et que je vous ai montré tout à l'heure, bah, effectivement, vous ajoutez le document qui est le document modèle de je ne sais quoi, de requête ou autre que vous avez préparé et vous allez l'envoyer par ce biais. Donc, c'est aussi simple que ça, mais… Il y a un confrère de La Réunion qui disait que tout n'est pas paramétré à la Cour d'appel de Saint-Denis. Juste, tu compléteras ma réponse que je fais. En fait, la sélection est faite par la juridiction. Et moi qui ai saisi plusieurs juridictions dans le cadre de plusieurs procédures, hein, tant d'ailleurs en Outre-mer que dans l'Hexagone, la cartographie et les libellés des CEP sont différents. Exemple, Tours, il y a un CEP pour le JLD qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de juridictions. Voilà. Donc, c'est vraiment les juridictions, en l'occurrence, qui font leur cuisine. Malheureusement, je veux dire. Oui, je confirme totalement. Il faut savoir que en réalité, quand on a mis en place cette CEP, et je peux dire que j'y ai passé des heures avec eux, chaque juridiction nous a soumis une liste qu'ils voulaient mettre en place. Il faut bien comprendre que là, par exemple, j'y suis, Saint-Denis de la Réunion, ils ont mis PG, audiencement, BEX, BO, BO pour les petits X, correctionnel, etc. C'est eux qui ont soumis ça. Et une fois qu'ils ont donné ces listes, les boîtes correspondantes ont été ouvertes chez eux. Parce que c'est ça le plus important. C'est qu'il ne faut pas que ça arrive dans le vide. Donc, ils ont donné une liste. Cette liste a donné lieu à des ouvertures. Ils pourront toujours en ajouter, mais il faudra passer par la chancellerie pour les faire ajouter. Et nous, ensuite, elles sont synchronisées. Mais effectivement, certaines juridictions n'en ont mis qu'une partie. Par exemple, l'une des difficultés rencontrées dans beaucoup de juridictions, j'ai l'impression qu'on l'a ici. Vous allez voir le choix que peut faire une juridiction et le choix que peut faire une autre juridiction. Ici, par exemple, à Saint-Pierre, ils ont souhaité qu'il y ait une instruction 01, une instruction 02. Donc, le juge d'instruction 1, le bureau 1, le bureau 2. Pas nécessairement à la réunion. Je voyais CEP instruction. Donc, il y a un secrétariat commun. Ou alors, il y a peut-être qu'un juge d'instruction. Mais dans certains tribunaux, ils ont voulu un secrétariat commun. Dans d'autres tribunaux, ils ont voulu que chaque juge puisse avoir son adresse. C'est vraiment une codification territorialisée. Tout à fait. Si vous regardez sous-territorialisée, puisqu'en fait, elle n'est pas par cour d'appel. Enfin, je veux dire par là qu'un tribunal, par exemple, un tribunal de Saint-Denis et celui de Saint-Pierre de la Réunion n'ont pas nécessairement la même codification. Tout à fait. Et là, par exemple, chez nous à Tours, vous voyez, il y a une instruction commune. Donc, par exemple, pour déposer une plainte avec constitution de partie civile. Mais en revanche, une fois que la plainte est déposée et qu'on a le numéro du cabinet, le juge préfère qu'on écrive au cabinet. Ouais. Donc, instruction 1, 2, 3. Voilà. Donc, la messagerie est vraiment en fonction de chacune des juridictions qui a la main là-dessus. Donc, nous, alors, on se rend compte malheureusement que certains n'ont pas du tout ouvert les boîtes.
Voilà. Alors là, je voulais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Là, moi, j'ai envoyé des messages. Là, par exemple, j'ai envoyé un message ce matin, non hier, en correctionnel. Mon message est ici. Comme vous le voyez, tous les accusés réception sont au vert. C'est donc que j'ai bien eu les 3 accusés réception, l'avis de réception plus les 2 accusés réception, à la fois côté justice, côté avocat et dans la boîte elle-même. Et c'est ça qui est une vraie révolution, parce qu'avant, il fallait un accusé réception manuel. Donc moi, j'ai par exemple un délai qui expire à 17 heures à la chambre de l'instruction pour déposer mon mémoire. Dès lors que j'ai mon accusé réception à 16h58, pas de problème, mon mémoire est recevable et on ne pourra pas m'objecter qu'il n'a pas été adressé en temps et en heure. Et comme vous le voyez, je peux écrire à Rodez, à Tours, à Paris, j'écris un peu partout. Et je pense que c'est une vraie avancée pour nous, cette communication électronique pénale, et qu'il faut la faire fonctionner. C'est une très grande avancée. Un confrère demandait, est-ce que le parquet a une adresse? Oui, CEP, oui. Les parquets, en général, dans toutes les juridictions, sauf celles qui ne l'ont pas mise en place, ont une adresse. Oui, tout à fait. C'est quelle juridiction, celui qui posait la question? La Guadeloupe. C'est la Guadeloupe? C'est de la Guadeloupe. Mais vous avez reçu, cher confrère, la liste des adresses? Basse-Terre. Non, pas celle de Basse-Terre. On a reçu celle de Pointe-à-Pitre. Non, mais vous aviez reçu avant. Mais vous avez toute la liste, vous avez toutes les adresses qui se déroulent quand vous entrez. Vous cliquez sur destinataire du carnet. Pointe-à-Pitre, ici. Voilà. Vous avez toutes les adresses, que ce soit Basse-Terre ou Pointe-à-Pitre. Là, on a PR, TJ. Voilà, là-haut, par exemple, on a Pointe-à-Pitre, parquet. CEP, exactement. Parquet, TG, Basse-Terre. Oui, en principe, les parquets sont... Alors, en principe, on doit l'avoir pour... Saint-Martin, délégué TPRI. Alors, souvent, d'ailleurs, les parquets ont demandé à avoir une adresse spéciale pour le TTR. Pour pouvoir échanger. Là, vous voyez, par exemple, Basse-Terre, TTR. TTR, PR, donc tout ce qui est... TTR passe par là. C'est vrai qu'il semble sur l'observation qui avait été dite qu'effectivement, à Pointe-à-Pitre, il n'y a pas une adresse parquet générique. Ils ne l'ont pas mis. Si. TTR, PR. Moi, je vois TTR, délégué procureur. Ouais, TTR, c'est tout. Il n'y a pas l'adresse générique parquet comme... BO, sinon, ce que je dis toujours à ceux qui ne trouvent pas, hein, on passe par le bureau d'ordre, la limite, ils servent... Voilà. Ils transmettent. Hein. Comme on le faisait avant en papier. Hein, lorsque... Avec le SOJ aussi. Oui, le SOJ peut être une solution. Hop, je reprends. Hop. Donc voilà, j'ai préféré vous le montrer en direct, les exemples que j'ai repris ici. Vous voyez les adresses CEP à Tours, elles sont toutes là. Vous avez dû avoir ce type de liste-là, permettant de reprendre exactement ce qu'il en est pour chacune de vos juridictions. Sinon, c'est assez simple à réaliser. Moi, c'est un tableau Excel que j'ai repris, que j'ai envoyé aux confrères. Mais voilà. Plex. Quelques mots sur Plex. Alors, Plex, je pense que vous avez tous vu, testé, permet des échanges volumineux. Là encore, je le répète souvent, c'est 1 giga maximum, mais 1 giga pour une procédure d'instruction, par exemple, je connais peu de dossiers dans lesquels on dépasse les 1 giga. Je sais que mon procureur de la République avait essayé de se moquer un peu de nous en nous disant qu'il préférait nous l'envoyer par CD plutôt par Plex parce que c'était trop gros. Je lui ai rappelé que Plex, c'est un CD et demi. Un CD, c'est 750. Là, c'est 1 giga, donc 1000. Pour vous connecter, la principale des difficultés qu'on rencontre, c'est que les confrères n'arrivent pas à saisir que leur adresse email, c'est leur adresse RPVA et pas une autre.
C'est-à-dire que leur adresse email, c'est pour moi en l'espèce 029 239 baronphilippe@avocat-conseil.fr. Il ne faut pas saisir votre adresse Gmail habituelle. Il y en a plein qui mettent leur email et qui me disent ça ne marche pas. C'est quand même pas dur de retenir que Plex, c'est une messagerie sécurisée. Elle ne fonctionne qu'avec notre adresse institutionnelle et donc l'adresse avocat conseil du RPVA. Pour ceux qui ne s'en souviennent plus, vous allez sur le RPVA, elle est là-haut, tout en haut de l'écran, vous la retrouvez et vous faites un copier-coller. Je vous ai mis dans la formation que je vous transmettrai donc le lien vers l'outil, le lien vers les manuels, parce qu'il y a un manuel explicatif et on le refait à peu près tous les 15 jours avec le ministère en ce moment, parce qu'il y a des modifications de temps en temps. Et puis l'assistance, parce que il y a un site avec une assistante qui est très réactive et normalement, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel poste sans clé RPVA. Et là, j'insiste, parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils se connectent, ils ne peuvent se connecter qu'avec la clé RPVA. Non, vous recevez le message dans RPVA, mais à la limite, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par le RPVA pour vous y connecter. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Plex avec une tablette, avec un iPhone, avec un Samsung. Dès lors que vous mettez l'email et le mot de passe, vous avez accès à vos fichiers. On peut les télécharger sur n'importe quelle tablette, les fichiers Plex. Certains insistent aussi sur un truc, c'est qu'il y a un grand délai pour obtenir ce qui a été envoyé par le tribunal. Ce n'est pas faux. Le tribunal peut vous envoyer un message via Plex et que vous n'ayez un avis de ce document que 2 heures après. Mais encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir reçu ce message pour aller chercher le document. Vous êtes dans le bureau, je l'ai fait l'autre jour avec un confrère qui me disait « Ah oui, mais tu vois, je ne l'ai pas reçu ». Je l'ai fait dans le bureau du TTR. Ils ont envoyé, il a pas reçu le message sur le RPVA, mais en revanche, on est allé se connecter sur Plex et ce qui venait de lui être envoyé, il était en temps réel. Et on peut le télécharger sans avoir à passer par cette clé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne devez pas utiliser la boîte envoi. Alors, vous le voyez, cet onglet, il est là-haut, hein, envoi. Vraiment, ne l'utilisez que dans les cas limités que je vous ai expliqués tout à l'heure. Enfin, je vous ai mis dans ce document toute la procédure actuelle pour dépanner ceux qui n'arrivent pas à recevoir les messages. Alors, je crois qu'il y a eu un problème au cours des 2 ou 3 derniers jours, parce que j'ai reçu pas mal d'appels téléphoniques. J'ai expliqué que je ne pouvais pas recevoir les 70 000 appels des 70 000 confrères, mais effectivement, même la présidente de la conférence des bâtonniers qui m'a appelé, qui avait une difficulté, je crois qu'il y a eu un problème, mais encore une fois, ce n'est pas notre outil, c'est l'outil du gouvernement. Hein. Il y a eu un problème, ils ont dû réinitialiser, je pense, les mots de passe, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout état de cause, si justement vous avez ce type de difficulté-là, pour réinitialiser votre mot de passe, vous avez toute la procédure qui est expliquée là-dessus. Mot de passe oublié, vous mettez votre adresse mail RPVA et surtout, là, vous allez dans votre RPVA. Vous ne recevez pas la réinitialisation de votre mot de passe par messagerie. Vous le recevez dans le RPVA exclusivement. Et d'ailleurs, lorsque vous le réinitialisez, ce que je vous ai mis à l'écran ici, maintenant, vous ne recevez plus un mot de passe provisoire comme on le recevait auparavant, vous recevez un lien pour pouvoir recréer un mot de passe. Et c'est bien vous qui le créez depuis ce lien. Juste parce qu'ils aiment bien les difficultés, je crois que le lien de réinitialisation n'est valable qu'1 heure. Donc, vous avez 1 heure pour le faire. Si vous vous en rendez compte que le lendemain dans le RPVA, c'est mort, vous ne pouvez plus le réinitialiser. Il faut de nouveau faire mot de passe oublié, comme je vous l'ai montré là. Voilà pour cette réinitialisation du mot de passe. Est-ce que certains rencontrent des difficultés particulières? Est-ce que vous voulez des éléments complémentaires? Certains m'ont fait part que suite à leur demande de nouveaux mots de passe, ils ne recevaient rien. Bon,
Et à la condition, ils reçoivent le mot de passe, à la condition qu'ils aient bien mis la bonne adresse mail, hein, 029 239, le numéro de CNBF. Oui, tu parles de l'adresse RPVA, c'est ça? Oui, quand on fait la demande de nouveaux mots de passe, en réalité, je vais vous le montrer, hop, on va arrêter là aussi ce partage, je vais vous montrer en direct, hop, j'essaie d'être le plus pratique possible, hop, voilà. Donc, lorsque je vais dans Plex, j'ai ici réinitialisé, j'ai oublié mon mot de passe. Et ce que je dois mettre impérativement, c'est bien mon adresse sécurisée. Et plein me disent, je ne le reçois pas, mais oui, mais ils mettent là leur adresse mail Google ou Wanadu. Non, il faut mettre comme adresse mail l'adresse sécurisée. Là, en l'espèce, je fais, j'ai oublié mon mot de passe, je mets mon adresse sécurisée et je vais recevoir un mot de passe, une réinitialisation de mon mot de passe dans ma boîte RPVA. On est bien d'accord? D'accord? Autre chose, pendant que je suis avec un écran partagé, je vous montre quelques petites nouveautés ou astuces intéressantes. Vous avez dans cnbavocat.fr, je vous l'ai dit tout à l'heure, les manuels applicatifs des outils numériques. On n'arrête pas de les faire évoluer. Allez-y, puisque justement, ce que je vous explique sur Plex, c'est là que vous allez le trouver. Mais vous allez trouver aussi des manuels applicatifs, un peu surtout. Vous voyez, on a mis « compresser des fichiers en .zip ». Expliquer comment compresser. Pourquoi? Parce qu'on a l'outil e-partage sécurisé qui permet d'envoyer un seul fichier zip. Donc, on a jugé bon de devoir faire cette explication, compresser des fichiers en zip, créer un fichier et on explique comment on fait, dossier compressé, etc. Puis ensuite, on explique comment marche le partage sécurisé. Partage sécurisé que vraiment je vous invite à utiliser. Hein. Il est tout simple. Vous voyez, par exemple, c'est ici, je clique sur e-partage sécurisé, j'accepte, je mets le fichier que je veux partager, je vais afficher tous les fichiers, je vais partager par exemple cette formation de ce jour, prise de date, ouvrir, je la partage pendant une semaine, une heure, un jour, une semaine, là je vais laisser une semaine, et puis je vais mettre mon adresse mail pour recevoir un accusé réception quand cette formation sera téléchargée par celui à qui je l'envoie. Et donc, je vais l'envoyer. J'ai juste un choix entre envoyer le lien de téléchargement par mail ou copier le lien de téléchargement. Moi, je privilégie plutôt copier le lien de téléchargement parce que ça va me permettre de copier le lien dans un mail que je vais faire, par exemple, à Patrick Lingibé, ou que je vais faire là. Là, en l'espèce, que je vais faire, c'est je vais aller dans la conversation que nous devons avoir. Si quelqu'un, hop, je ne vois pas la conversation, elle est ici. Voilà. Donc là, tous ceux qui sont ici vont pouvoir télécharger depuis mon partage avocat sécurisé l'ensemble du fichier. Donc vous avez juste à cliquer dessus, vous allez télécharger. Alors là, je vais en recevoir 95 accusés réception, parce qu'à chaque fois qu'il est téléchargé, je reçois un accusé réception, mais utilisez ça pour vos clients quand vous envoyez des choses particulières. Hein. J'insiste vraiment, c'est un outil qui est très intéressant pour ça. Ça suppose avant que les fichiers soient convertis, soient formatés au format zip, hein, c'est ça? Non, non, non. Il faut qu'il n'y ait qu'un fichier. Là, en l'espèce, je viens de vous en mettre qu'un. D'accord. Donc, comme j'ai mis qu'un PowerPoint, en réalité, vous allez avoir tous la possibilité de le télécharger. Mais si je veux mettre, par exemple, 40 pièces, plus des conclusions, ben, je les zip avant, et c'est ce que je vous expliquais. Dans la partie modèle, je vais avoir la possibilité de les zipper. D'accord? J'ai les explications dans le manuel applicatif de comment les zipper pour les envoyer. D'accord? Avant-dernière chose dont je veux vous parler, Identitas. Tous n'ont pas encore compris l'utilité d'Identitas, mais là, j'attire vraiment votre attention sur son intérêt.
il va falloir y aller, créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait, parce que plein de services vont être maintenant accessibles par Identitas plutôt que par la clé. J'ai identifié depuis longtemps qu'on n'est pas en possession de sa clé en permanence. Je sais que la plupart n'ont pas la clé sur eux, c'est la secrétaire qui l'a. Donc, tout un tas de services, notamment télérecours, va passer désormais par Identitas sans la clé. Le Wi-Fi avocat va passer par Identitas. Vous arriverez dans le palais de justice de Cayenne. Je le dis exprès, Patrick, hein, parce que je sais que tu n'en as pas, un palais de justice. Non. Donc, vous pourrez arriver dans votre palais de justice et vous connecter au Wi-Fi en tant qu'avocat. Ça arrive dans les semaines ou mois qui viennent. C'est déjà en place dans 30 tribunaux. Eh bien, vous pourrez vous connecter avec Identitas. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez sur Identitas, comme je viens de le faire, mon profil, et vous paramétrez votre mot de passe, celui que vous aurez à retenir. Votre identifiant, c'est votre numéro de CNDF. Et donc, quand vous avez à vous connecter, vous tapez votre identifiant, vous tapez votre mot de passe, et vous le savez, vous recevez un message par SMS qui vous permet de vous connecter à tous ces services-là. Donc, c'est important. Il va y avoir aussi un autre service qui sera dedans, qui est Tige 360, qui permettra de choisir les tiges pour nos clients, de regarder ce qui est disponible comme travail d'intérêt général. Donc, là aussi, c'est important. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions aussi. Si, allez, j'abuse une dernière petite astuce ou cadeau pour les uns les autres, comme vous voulez. Pour ceux qui n'ont pas découvert encore, on a un confrère qui a créé ce site-là, qui s'appelle Société Ninja, qui vous permet d'obtenir tous les documents du RCS gratuitement au lieu d'infogreffe. Vous en avez un deuxième qui s'appelle Papers. Donc, si vous ne l'utilisez pas, si vous continuez à payer à Infogreffe, je fais la publicité anti-Infogreffe, hein, vous pouvez obtenir sur Papers comme sur Société Ninja gratuitement tous les actes de société. Mais quand je dis tous, c'est tous. Hein. C'est passé maintenant en open data. Oui, je vais même plus loin. Vous obtenez sur ces deux sites, effectivement, des documents que vous n'obtenez pas sur Infogreffe, même en payant. Ouais, il y a beaucoup de confrères qui continuent à payer à Infogreffe. Je suis toujours assez surpris parce qu'effectivement, vous voyez là, par exemple, je viens de sélectionner une société. J'ai l'avis de situation sirène de cette société que je peux télécharger. J'ai aussi, pardon, voilà ce que c'est d'avoir trop de choses ouvertes. Hop, je vais en fermer quelques-unes pour m'y retrouver. Hop, j'ai leur extrait CABIS, alors qui n'est pas CABIS reconnu par certains tribunaux qui abusent et qui préfèrent celui payant, mais pour autant, on a exactement tous les autres éléments et je pense qu'un jour, on aura un Patrick Tingibé pour leur faire un contentieux et leur faire reconnaître que rien ne exige d'avoir un RCS dans les textes. Hein. Et puis, vous avez, pour chacun, vous voyez, par exemple, leur IDCC, les dépôts de comptes sociaux et même les décisions. Là, par exemple, je peux télécharger la dissolution transmission universelle du patrimoine. Ça, je payais avant au registre du commerce peut-être 15 €. Maintenant, c'est entièrement gratuit. Donc, j'en profite que je vous rencontre pour vous dire ça pour ceux qui ne le savent pas. N'hésitez vraiment pas à utiliser ces services-là. Hein. C'est plus qu'intéressant de les utiliser. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça? J'avais noté une question sur l'horodatage où un confrère posait la question, est-ce que ça tient compte du décalage horaire? Oui, en fait, l'horodatage de tous les actes, que ce soit télérecours ou RPVA, RPVJ, facette avocat, facette juridiction, ont pour horodatage l'heure effectivement hexagonale, avec leur tradition au niveau de chaque juridiction, de l'heure locale. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque qu'un acte soit refusé parce qu'effectivement, je ne sais pas, je prends l'exemple, on est à Fort-de-France et il est 23h50.
et qu'on envoie un document et manifestement il est le lendemain à Paris, que ça soit rejeté, il y aura une prescription parce que ça sera l'heure locale qui sera prise en compte. Voilà. Certains ont téléchargé le fichier, non, pour voir ce que ça donnait ou... Normalement, c'est le fichier PowerPoint. Je vois que quelqu'un l'a téléchargé, déjà au moins 2 personnes. Là, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Enfin, il y aura l'enregistrement complet. Voilà. Tu m'envoies quand même le fichier, parce que je ne suis pas les télécharger. Normalement, tu l'as dans la discussion. Philippe, pendant que tu es là, tu peux expliquer aux confrères, s'il te plaît, qu'il est possible d'avoir au moins 2 clés. C'est un problème que les confrères ne connaissent pas. Donc, pas un problème, une opportunité que les confrères ne saisissent pas. Voilà. Ah oui? Ah bah écoute, oui. Voilà. Si effectivement c'est pas connu, il faut que je vous le dise. On peut avoir autant de clés qu'on veut. Oui. Moi, j'en ai 3 pour ma part. La deuxième, pendant les 12 mois qui suivent l'achat de la première, la deuxième est payée moitié prix, 75 €. Moi, tous mes associés, on a fait exactement la même chose. On a au moins pris 2 clés. Moi, j'en ai une 3e parce que je me balade beaucoup. Il m'arrive d'aller, y compris chez vous. Donc, je préfère en avoir une toujours sur moi. L'avantage des 2 clés, c'est premièrement, lorsque une des clés arrive à échéance et qu'on est en plein Covid, je peux vous assurer que certains confrères se sont retrouvés dans une misère à laquelle on n'a pas pu faire face parce qu'on avait certains barreaux qui étaient fermés. Or, la remise de clé, vous savez qu'elle doit se faire en présentiel avec la carte d'identité, etc. Donc, on a été totalement bloqué pendant plusieurs semaines. Si on a une 2e clé, pas de problème. Elle est valable encore 6 mois. On peut jouer avec les 2 clés. Si on en perd une, si on perd sa clé ou si on se la fait voler, ça peut intéresser des gens peut-être, on peut fonctionner avec la 2e aussi. Et donc, je pense pour ma part que c'est pour le moins intéressant. On a en plus pris une habitude tous, hein, je suis le premier à le confesser, hein, que ce soit branché sur le poste de notre secrétaire, parce que c'est elle qui prépare les actes, c'est elle qui nous fait tout. Dans le cadre du RPVA, la 2e, ça permet d'avoir la sienne sur son poste aussi. Donc, tu as raison, Isabelle, c'est peu connu, mais c'est essentiel pour moi. Autre chose aussi qui est peu connue pendant que tu es là et pendant que les barreaux ultramarins sont là, la délégation d'urgence qui peut être mise en place par le bâtonnier ou les services de l'ordre quand il n'y a pas du tout de clé, puisque normalement un avocat ne doit pas rester sans clé. Et la délégation d'urgence avait été prévue pour ça. Oui, c'est pour celui qui n'a pas écouté le conseil d'avoir une 2e clé. Parce qu'effectivement, celui qui se retrouve avec une clé qui est périmée, il ne peut absolument plus rien faire, il ne peut plus déléguer. Si vous apercevez que votre clé, elle vient à échéance bientôt, faites une délégation avant la délégation d'urgence. Mais sinon, effectivement, il n'y a plus que la solution de la délégation d'urgence par l'intermédiaire des ordres d'avocats que l'on peut faire à tout moment, au moment où on la perd, où on se la fait voler, ou au moment où elle est arrivée à échéance. Ça ne pose absolument pas de souci, ça fonctionne, mais je préfère quand même qu'on l'évite et qu'on fasse en temps utile. Bien. Philippe, oui. LNB6, barreau de la Guadeloupe. Moi, j'ai quelque chose d'important à dire parce qu'enfin que j'ai quelqu'un qui est lié au RPVA. On a beaucoup de pannes ici. Et d'un autre côté, le service assistance. Alors là, qui est remarquable, franchement, moi, je n'ai qu'à m'en féliciter. Il ferme à 18h, heure de métropole. C'est 12h chez nous. C'est un peu la misère. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous êtes en panne de téléphone. Le 09 machin, là. Une fois sur 2, et en ce moment, c'est tout le temps, parce que j'ai encore expérimenté hier, on n'arrive plus à vous joindre. C'est-à-dire qu'on a un message comme avant, hein, si vous êtes un ordre, si vous êtes ceci, si vous êtes cela, tapez sur le 3 si vous avez besoin,
Et là, on vous dit, votre message ne rentre pas dans les clous, réécoutez le message et vous n'arrivez jamais à joindre quelqu'un. J'ai été obligée de mettre au point avec les assistants que si je n'appelais pas à telle heure, c'était eux qui avaient la gentillesse de m'appeler. Ce qu'ils font, je le reconnais. Mais il y a un vrai problème de téléphone. Je tiens à le signaler. J'ai envoyé des mails aux responsables, dont j'ai oublié le nom là, qu'on m'avait donné. Voilà, Dazon. Voilà. Il n'a même pas répondu. Aïe. Aïe. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à me l'envoyer en copie quand je suis allé vous voir en Guadeloupe. Je le ferai. J'avais laissé mon email, donc là-dessus, je suis toujours… Je ne sais plus. Enfin, je l'avais… Beaucoup savent que je suis toujours dispo. Non, mais c'est embêtant pour nous. Non, non, je comprends. Je n'étais pas au courant de la difficulté, mais il n'y a pas de souci pour la relayer ici. Je l'ai dit, je l'ai redit. J'ai écrit à Philippe Dazon là-dessus et en disant, mais c'est pas possible, on fait quoi dans ces cas-là? Alors bon, les assistants sont remarquables. Donc, ils acceptent de nous appeler quand on leur signale. On leur dit, c'est pas possible, merci de nous appeler. Ils le font. Nathanaël en particulier et Clément, c'est les deux avec lesquels j'ai le plus souvent affaire. Et vraiment, ils sont remarquables et ça, je tiens à le dire. Donc, j'ai remarqué que tu es en famille au CNB, en fait. Enfin, je suis en famille, c'est ça. Oui, oui. Je vous ai mis un lien direct vers la dernière plaquette qui renvoie vers tous les services, les adresses, les emails, les vidéos que vous pouvez, dont vous pouvez avoir besoin. Je vous conseille, je vous l'ai mis là dans la discussion. Gardez-le en mémoire. Vous avez plein de choses dessus. Où est-ce que c'est? C'est dans la discussion. J'ai mis je n'ai pas vu. Conversation en haut. Vous avez… Voilà. Ok. On va vous laisser parce que… Bon, oui, tu as une réunion, oui. Okay, ok, bon. Ben, écoute, merci Philippe, au nom de la conférence, présidente, de la délégation Outre-mer, et puis des bâtonniers donc, en exercice d'Outre-mer, et des confrères qui t'ont suivi et qui te suivront, puisque effectivement, je transmettrai l'enregistrement aux bâtonniers. Merci pour tout, et puis on se voit très bientôt. Et tu pourrais, Patrick, transmettre les documents parce que moi, je ne les trouve pas oui, dans la oui, liste. vous aurez tous les documents, ne vous inquiétez pas. Enfin, je transmettrai à vos bâtonniers respectifs qui vous transmettront. Oui, il n'y a pas de problème. Oui. L'affaire dont il vient de parler qui m'intéresse au plus haut point. Je viens d'envoyer ça. Donc, je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt. De toute façon, c'est nous qui te remercions et merci, merci Patrick. Toujours aussi ton intervention a été très claire. Merci. À bientôt. À bientôt. Alors, ben non, je ne le trouve pas, je suis désolée. Hein. Bon.